Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. Un grand merci à Jonathan McDowell d'être notre invité. C'est une soirée de la commission de la Société astronomique de France assez récente, qui vient de fêter ses 18 mois, que je co-anime avec Gilles et plein d'autres, et puis bientôt Laurence, on l'espère, Stéphane comme secrétaire. Stéphane Sébille, une commission qu'on essaye de rendre active, qui propose un certain nombre de rendez-vous, d'actions, fait des propositions rédactionnelles pour la revue d'astronomie de la SAF et remet régulièrement, depuis 2 ans, des prix, 2 prix, un grand prix international d'astronautique et un prix pour la promotion de la culture spatiale qu'on a appelé le prix Alexandre Ananov et qui cette année va être remis donc, de manière virtuelle pour le moment, pour la 3e fois. Le premier prix avait été remis à Didier Capdevila en 2015. L'année dernière, c'est Laurence qui a, sous l'égide de la CATS, qui l'a reçu. Et cette année, à l'unanimité évidemment, nous avons désigné Jonathan McDowell, qui est notre premier récipiendaire étranger et qu'on valorise pour plein de choses, mais en particulier, Jonathan est un astrophysicien qui est connu dans le domaine des rayons X. Il travaille depuis plus de 20 ans sur le télescope Chandra. Donc, il est très connu de cette branche de l'astrophysique, mais il est aussi, de manière complètement initiative propre et bénévole, l'animateur depuis une vingtaine d'années de sa lettre, le Jonathan Space Report, qui est une mine d'informations pour les passionnés, les curieux et même les professionnels comme je suis. Tous les journalistes du monde entier attendent le JSR avec impatience tous les 15 jours et qui est le recueil de tout ce qui se fait en termes de lancements spatiaux et de retour d'objets orbitaux. C'est vraiment une mine. Jonathan est un vrai passionné depuis tout petit déjà. Il disait tout à l'heure qu'il se protégeait du Covid parce qu'il commençait à être vieux. Bon, moi, j'ai lu qu'il venait juste de fêter ses 60 ans, donc c'est pour moi tout à fait jeune. Je le suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Je fais partie des 30 500 followers sur Twitter et j'ai été ravi, grâce au Congrès mondial d'astronautique l'année dernière, de faire sa connaissance en physique à Washington. Et j'espère que le Covid ne va pas durer trop longtemps et qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt pour lui remettre cette fois le prix physiquement, alors que ce soir, c'est virtuel. Est-ce que Gilles, tu veux présenter un petit peu la SAF plus généralement ? Bonsoir à toutes et à tous. Merci Pierre-François pour cette introduction. La Société astronomique de France, vous savez tous qu'elle a été fondée par l'illustre Camille Flammarion, qui, en son temps, faisait la promotion des sciences astronomiques d'une façon générale, mais aussi des sciences de l'atmosphère. C'était un grand vulgarisateur et c'était aussi un chercheur dans son domaine. Et évidemment, nous sommes très fiers d'abord de poursuivre sur sa lancée et de continuer à faire la promotion des sciences astronomiques et de tout ce que ça recoupe en fait, puisque finalement on peut dire que l'astronomie est la mère de toutes les sciences et nous sommes particulièrement fiers et heureux ce soir de remettre le prix Alexandre Ananov, qui fut un membre éminent de la Société astronomique de France, un précurseur de l'exploration astronautique et même peut-être le premier astronaute de l'histoire. Nous sommes très heureux de récompenser une personnalité aussi connue, aussi célèbre, et puis aussi prolixe en fait, que Jonathan, cette idée de transmettre avec acharnement, avec passion, en permanence, avec une continuité dans l'effort, parce qu'en fait ça demande évidemment beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'efforts. Voilà, c'est exactement les valeurs de Flammarion et les valeurs de la Société astronomique de France, plus de 130 ans après que la société ait été fondée par Flammarion. Donc c'est vraiment un grand bonheur. Merci beaucoup d'avoir accepté aussi ce prix. Merci pour tout ce que vous avez déjà fait, Jonathan. Merci infiniment pour la communauté, au nom de la communauté. Et puis, nous avons hâte de vous recevoir quand le Covid sera derrière nous. Nous avons hâte de vous recevoir à Paris et de célébrer ce prix avec vous,
peut-être au travers d'une conférence magistrale au CNAM ou quelque part dans un grand amphithéâtre parisien, au nom du bureau, du conseil d'administration et de l'ensemble des membres de notre association. Et donc, avant de passer la parole à Jonathan, donc, quand Jonathan a appris qu'il était le lauréat 2020 du prix Ananoff, il était évidemment très, très, très touché. Il l'a accepté immédiatement en disant que c'était un grand honneur pour lui. Et voyant que le Covid allait nous coincer pendant quelques semaines, quelques mois, je lui ai fait la proposition d'une remise comme ce soir virtuelle avec un petit échange. Et là, Jonathan a proposé de faire lui-même une petite conférence, petite, c'est-à-dire il propose au moins 40 minutes. Donc, vous voyez ce qui est petit chez Jonathan, hein, quand on parlait de générosité. Et vous allez voir, l'effort est double, puisque Jonathan va nous parler de la mondialisation de l'espace en français, s'il vous plaît. Jonathan, the floor is yours. Merci bien, merci professeur ça. Alors oui, je remercie la société pour cette grande honneur. Maintenant, je vais vous présenter quelques de mes idées plus, disons, mondiales de ce que j'ai fait. Dans le newsletter, je vais dans les détails. Maintenant, allons avoir le vue synoptique. Je vais discuter la mondialisation de l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux parler de l'évolution démographique de la population orbitale des satellites. Et on a 4 parties ici. Combien, qui, quoi et où. Alors, combien l'espace devient très, très serré, hein, très bondé. Il y a beaucoup de monde dans l'espace de satellites. Voici, je montre le nombre de satellites, le taux de satellites actifs chaque jour de l'ère spatiale. Alors, ce sont des satellites en état de marche et on voit que dans les années 60, disons, pour moi, pour vous, je crois, l'ère spatiale, quand on pense à l'ère spatiale, on pense Apollo, on pense les années 60, mais à cette époque-là, il n'y avait que des simples dizaines de satellites qui étaient en état de marche à une fois. Mais aujourd'hui, on a plus de 30 000 satellites actifs. Et voyez que le courbe est raide, il augmente très vite. Mais ce n'est pas seulement les satellites actifs qu'on a dans l'espace. On a aussi le débris. Et chaque fois qu'on lance un satellite, on doit avoir une fusée qui pousse le satellite aux vitesses orbitales. Et alors, le fusée lui-même, le dernier étage de la fusée, il a la vitesse orbitale, il est en orbite. Si on fait quelque chose de spécial pour le supprimer, on a alors pour chaque satellite lancé un objet de débris. Et en fait, vous savez peut-être que le premier satellite artificiel de la Terre, c'était Sputnik. Mais dans notre catalogue des objets, on a à présent 46 000 objets dans le catalogue des objets spatiaux. Sputnik, ce n'est pas numéro 1, hein, c'est numéro 2. Numéro 1, c'est l'étage de fusée qui a lancé Sputnik. Alors, le tout premier objet dans le catalogue, c'est un objet de débris. Alors, j'ai ici comme le même graphique en rouge des satellites, des charges utiles actives. Mais aussi, je montre les formes de débris divers, c'est-à-dire en noir là, les charges utiles qui étaient actives mais maintenant sont morts, ils restent en orbite. Hein. Les étages de fusée dont j'ai parlé, les pièces inertes comme des coiffes, des moteurs largués. Et on verra cette grande tranche que j'appelle autre débris, c'est par exemple quand une fusée a des propageuses qui restent et ils s'explosent. Alors on a beaucoup de débris, alors c'est une grande tranche de débris. Je vais en parler plus à présent. Et on voit que
il y a maintenant plus que 20 000 objets en orbite maintenant. C'est le nombre de débris des objets spatials chaque jour. Hein, et à présent, c'est plus de 20 000. Et on voit qu'en 2007 et 2009, on a sauté en nombre d'objets en noir à cause d'une expérience militaire chinoise, une expérience anti-satellite, et en sciant une collision accidentelle entre deux satellites. Alors, un événement peut changer dans une seconde le nombre des objets en orbite par une quantité vraiment importante. Alors, on a le problème de débris, c'est assez sérieux. Mais pour la plupart de cette présentation, je vais plutôt parler des charges utiles actives. Alors, j'ai ici un petit recensement des débris spatiaux. Je ne vais pas parler à chaque ligne là, mais ce que je veux dire, c'est qu'à présent, hein, on a 20 000 quasiment objets en orbite terrestre et on sait ce qu'ils sont. Hein. Pour chaque objet, j'ai essayé de trouver qu'est-ce que c'est cet objet. Alors, par exemple, on a ces 3000 charges utiles, 3000 objets de l'expérience militaire chinoise, des explosions de batteries, des explosions de propagole, et même 44 cœurs de réacteurs nucléaires qui sont en orbite à cause de la marine soviétique. Merci beaucoup pour ça. Alors, on suit avec soin ce qu'il y a en orbite. Mais maintenant, je veux passer à qui fait ça, qui sont les pays, les organisations qui ont tous ces satellites. Et on a commencé, bien sûr, avec les superpuissances, mais maintenant, pendant les 60 années de l'ère spatiale, on a beaucoup d'organisations différentes qui ont des satellites. Et je veux expliquer comment ça s'est passé. Alors, pour moi, il y a eu 4 phases. D'abord, l'internationalisation, puis la commercialisation, la mondialisation et ce que j'appelle la démocratisation de l'espace. Bien sûr, dans les années 60, c'était l'ère de superpuissance. Alors, on a par exemple cette satellite météo qui est construit aux États-Unis, lancé sur une fusée américaine d'une base américaine contrôlée des États-Unis. Ou soit on pourrait avoir une satellite qui est soviétique. Mais c'est pas comme ça, hein? C'est plus comme ça. Et je prends un exemple quasiment moderne, 2006, de cette satellite KOREASat 5. Alors voilà KOREASat 5 dans l'usine qui le fabrique, qui est à Cannes. Cannes, c'est pas seulement le sable et le cinéma, c'est aussi les satellites, comme vous savez déjà, j'espère. Alors, cette satellite est lancée sur une fusée ukrainienne avec un étage supérieur russe. On l'a pris à Californie sur une plateforme de lancement flottante construite par les Norvégiens. On va aux eaux internationales et ce fusée met le KOREASat 5 en orbite. Le lancement est réalisé par une filiale américaine de l'entreprise russe Energia qui a construit le premier Sputnik. Et le lancement est vendu au propriétaire du satellite par une filiale suisse de cette entreprise.
Alors, c'est un satellite américain, c'est un satellite coréen, c'est un lancement ukrainien ou quoi, hein? Pour moi, c'est un satellite coréen avec un lancement américain. Mais évidemment, c'est pas clair, hein? On a un mélange des entreprises de pays différents. Et c'est assez normal maintenant. Et c'est à part à cause de la commercialisation de l'espace. Le premier satellite commercial était déjà en 62, Telstar. Telstar, c'était le premier satellite à transmettre la télévision à travers l'Atlantique. Et c'était payé, c'était financé par AT&T, par la NASA. Mais c'était un peu trop tôt. 10 ans plus tard, les satellites géostationnaires sont arrivés à maturité. Alors, en 72, Canada a créé une entreprise quasi commerciale, Telesat, qui existe encore, avec les satellites Annie, qui était une première série de satellites commerciaux construits par des entreprises américaines. Et bientôt, on avait les entreprises Western Union, RCA, Comsat, qui ont eux leurs propres satellites, et même l'Indonésie, qui a acheté un satellite américain pour lier toutes les îles d'Indonésie. Dans les années 80, c'était plutôt les lanceurs qui sont devenus commerciaux. Le lancement orbitaux civils qui étaient faits par le NASA et le ESA ont été remplacés par des services de lancement de McDonnell Douglas, qui est maintenant Boeing, General Dynamics, qui est maintenant Lockheed Martin, et bien sûr Arianespace. Et en dehors de la navette, la NASA n'a pas lancé de satellite elle-même depuis 1994. Troisièmement, en l'ère commerciale espace, on a les satellites qui font des images de la Terre et bien sûr, vous connaissez très bien ces satellites grâce à Google Earth. Finalement, dans les années 2010, on a commencé à avoir des vols spéciaux habités avec de participation commerciale. D'abord avec le Dragon Cargo, ici vu à la station spatiale en 2013. Et plus récemment cette année, le Crew Dragon qui vient de prendre les astronautes à la station spatiale sur un vaisseau spatial SpaceX. Alors NASA n'achète pas le vaisseau spatial et il ne construit pas. C'est SpaceX qui est propriétaire de ce vaisseau qui livre les astronautes NASA à la station. Mais pendant ce temps, sur la Terre, les entreprises commerciales sont devenues mondialisées. Dans les années 60, 70, c'était typique pour une entreprise d'être d'un pays seul, mais ce n'est plus le cas. Alors, la mondialisation de la Terre est devenue la mondialisation de l'espace. Un exemple, c'est l'entreprise SES, Société européenne des satellites, qui est SES est basé à Luxembourg, son premier satellite en 88. En 2001, il a absorbé la société RCA Americom, et puis GTE SpaceNet, et puis GE Capital, et puis en 2005, la société suédoise Nordic Satellite, la société internationale et néerlandaise New Skies. Alors, à présent, tous les satellites de ces entreprises sont sur SES. En 2020, on a 53 satellites de SES.
qui sont en état de fonction en géo. C'est 10% de tous les satellites en orbite géostationnaire. Et l'entreprise SES a des activités dans de nombreux pays avec des centres de contrôle aux États-Unis, au Luxembourg. On a des filiales dans beaucoup de pays. Alors, c'est très difficile. Ça devient très difficile. Les journalistes me demandent souvent combien de satellites ont lancé ce pays et ce pays. Mais de savoir à quel pays soit un satellite particulier, ça devient compliqué. Un autre effet de la mondialisation et des fusions de sociétés, c'est l'achat et la vente des satellites dans l'espace. Alors, déjà en 85, Satellite Business Systems a vendu 4 de ces satellites à MCI Corp. Mais c'était dans les années 2000 que des flottes entières changent de main. Par exemple, en 2006, 21 satellites de Panamsat ont été vendus à Intelsat. Et quand ces satellites changent de main, c'est aussi que quelquefois, le pays qui est responsable pour ces satellites est changé. Alors, et malheureusement, quand j'étudie l'orbite de ces satellites, il n'y a rien dans l'orbite pour me dire, oh, quelqu'un a vendu ce satellite en orbite. Alors, j'ai commencé par seulement regarder les orbites, mais maintenant, je dois suivre les hebdos d'affaires. Alors, le quatrième phase de l'expansion des acteurs spatiaux, c'est ce que j'appelle la démocratisation de l'espace. Déjà en 61, on avait le premier satellite amateur. Des radios amateurs en Californie ont lancé ce petit satellite Oscar en charge utile secondaire à bord d'un satellite espion. 10 ans plus tard, une équipe de l'université de Surrey en Angleterre, quelques kilomètres d'où j'habitais à l'époque, ont construit le satellite radio-amateur UOSat. Il avait significance parce que il devient la base d'une série de satellites commerciaux bon marché qui étaient abordables par les pays en développement. Alors, dans les années 90-2000, beaucoup de petits pays ont commencé leur propre programme spatial avec l'aide de Surrey Satellite. On voit ici Algérie, Chili, Portugal, Corée du Sud, Nigeria. Et ils ont aussi envoyé leurs ingénieurs à Surrey pour apprendre comment construire leur propre satellite la prochaine fois. Puis alors, en 2003, Bob Twiggs à Cal Poly a créé le standard CubeSat pour un satellite qui est seulement 10 cm, 1 kg. Et on pourrait les expander pour avoir une satellite 3U. Ça, c'est un satellite 1U. Un satellite 3U, c'est alors 30 cm par 10 par 10, peut-être 4 kg. Ces satellites étaient assez bon marché qu'une université pourrait construire avec leurs étudiants sans avoir l'argent d'une grande agence spatiale. Et pendant 10 années, ces universités ont lancé 100 CubeSat qui ne font pas grand-chose. Il avait une webcam pour regarder la Terre. C'était très bien pour entraîner la prochaine génération des ingénieurs. Mais
les satellites eux-mêmes n'étaient pas tellement utiles. Mais la miniaturisation continuait jusqu'en 2013. On pourrait construire un satellite très petit qui pourrait faire quelque chose de très utile. La charge utile était vraiment utile. Alors, ces trois gars-là, Chris, Will et Robbie, mes amis de Planet, ont quitté la NASA pour fonder la société Planet à San Francisco. Et maintenant, ils ont lancé plus que 400 satellites comme ça pour faire des images de la Terre. Maintenant, ils ont la première grande constellation de CubeSat qui prend des images de toute la Terre chaque jour. C'est vraiment un grand succès. Et maintenant, on a plus que 1000 CubeSat. De plus que 60 pays. Le plus grand nombre de CubeSat, c'est américain, c'est plus que 800, mais on a tous ces autres pays qui ont lancé leur propre CubeSat. On voit ici Colombia, Thaïlande, Estonie, Bhoutan, Ghana, Bélarus. Alors, c'est pour la première fois c'est abordable pour des très petits pays, des universités et même des entreprises en état de démarrage. On avait avant des satellites commerciaux des grandes entreprises comme Boeing, mais maintenant on a 2-3 gens dans une petite chambre qui peuvent avoir un peu d'investissement et construire une satellite spatiale. Alors, il y a beaucoup des organisations qui font des satellites. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je me suis servi de mon base de données pour regarder d'une façon globale ce qu'ils font. Alors ici, on montre pour seulement les satellites lancés dans les années 2010, c'est-à-dire entre 2010 et 2019, on a le nombre de satellites était partagé à peu près également envers les satellites communication. En rouge, les satellites qui font des images de la Terre et en sillon, les satellites technologiques pour essayer de nouvelles technologies et aussi, y compris, les satellites des étudiants. Mais là, on a aussi une petite tranche avec les satellites scientifiques et une petite tranche en pourpre là des SS Spaceships, ces vaisseaux spéciaux, vols spéciaux habités et aussi vols cargo qui étaient à l'aide des vols spéciaux habités. On a aussi la navigation et le SIGINT, les satellites d'écoute radio. Mais si on ne regarde pas le nombre de satellites, mais la masse totale des satellites lancés, le tonnage, on voit une histoire assez différente. Les satellites technologiques sont maintenant tout petites tranches parce qu'ils sont tous des CubeSats qui sont très petits, très légers. Et les satellites vol habités sont le plus grand parti parce que une satellite Dragon, par exemple, c'est 15 tonnes. Une navette spatiale dans l'année 2010, c'était 100 tonnes, 120 tonnes, maybe, peut-être. Et alors, les vols habités sont la plus grande partie de masse lancée en espace. Et le masse, pour moi, c'est une approximation à l'argent. C'est très difficile de savoir l'argent, les entreprises ne veulent pas dire le prix d'un satellite et aussi on a
avec les États-Unis et la Chine et la Russie, des économies très différentes. Mais je crois que le MAS, c'est une bonne approximation pour dire le niveau d'effort spatial. Alors, on voit les vols habités et puis, bien sûr, les satellites de communication font une grande partie de la masse lancée. Ce n'était pas toujours comme ça. Sur cette diapositive, je montre chaque décennie, chaque période de 10 années. On voit comment ça a changé. Dans les années 60, la plus grande partie de nombre de satellites, c'était des satellites d'imagerie. Bien sûr, la guerre froide, les satellites espions. Et c'était les années 70 que les satellites de communication ont commencé à être importantes. Et seulement dans les années 2010 que les CubeSats sont devenus le troisième tranche. Et par masse, c'est un peu le même. Les satellites de vol habité en pourpre là, dans les années 80, 90 et 2000, c'est la navette spatiale, 100 tonnes par navette. Alors, c'est la grande plupart de masse lancée. Mais après ça, les satellites espions jusqu'à la fin de la guerre froide. Et après ça, c'est les satellites communication qui sont devenus importants. Et qui font ces lancements? Ici, je montre, encore une fois, pour les années 2010, les pays qui lancent les fusées avec des satellites. Et alors, on a 4 grands pouvoirs spatiaux. La Russie, la Chine, les États-Unis et l'Europe. Quand je dis l'Europe, je veux dire l'Europe de l'Ouest. Je mélange l'Agence spatiale européenne, l'Union européenne et les projets nationaux des pays de l'Europe de l'Ouest. Parce que le secteur industriel européen est tellement intégré, même les Anglais, même avec Brexit, que ce n'est pas utile de séparer tous les pays. Après ces 4 grands pouvoirs, aussi États-Unis, Europe et Chine, on a le deuxième rang, Japon et Inde. Et tout le monde d'autre après ça. Ici, je montre l'internationalisation de ça, les lancements pour chaque décennie. Dans la guerre froide, c'était Union soviétique et les États-Unis jusqu'à la fin de la guerre froide. Et c'est seulement dans les années 2010 que cette époque quadripolaire a commencé. Pourquoi, vous demandez pourquoi tous ces lancements soviétiques dans les années 70 et 80, pourquoi les États-Unis n'ont pas lancé autant? Bon, c'est que les satellites soviétiques à cette époque ne marchent pas pour longtemps. Ils duraient peut-être 2 semaines, 1 mois. Il faut remplacer. Alors, il faut beaucoup de lancements. Les États-Unis, les satellites, après la fin des années 60, restaient en marche pendant des années. Alors, ce n'était pas nécessaire de lancer une telle quantité. On voit aussi que la Chine, en vert ici, n'était pas sérieusement intéressée à l'espace jusqu'à les années 2000. On peut regarder aussi les satellites par pays propriétaires et par pays de fabricants de satellites. C'est la même histoire, sauf que
les États-Unis, c'est plus dominant. Mais c'est le même grand 4 et le deuxième rang avec Japon et Inde. C'est la même histoire pour les satellites que pour les lanceurs. Alors, on peut voir par propriétaire de satellite, alors c'est la même histoire ici que j'ai donné pour les lanceurs. L'arc-en-ciel international dans les années 2010, mais avant ça, un monde dominé par le programme spatial soviétique. Maintenant, je demande une autre question. Pas est-ce qu'ils sont pour des images ou de communication, mais est-ce qu'ils sont civils ou militaires? Et on voit avec les classes, le nombre de satellites, on a en vert ici les satellites commerciaux, et encore je demande seulement pour les années 2010, des satellites commerciaux en vert, des satellites de gouvernement civil en bleu, et des satellites militaires et intelligence en rouge, et les satellites universitaires en noir. Et à peu près, c'est également, ils sont comparables. Hein? Si on regarde la masse, bien sûr, c'est les satellites pilotés, les vaisseaux pilotés qui sont le plus grands, mais après ça, militaire, civil, commercial, à peu près égal, avec les satellites universitaires disparus parce qu'ils sont très petits, ils n'ont pas beaucoup de masse. Alors, par masse, c'est un tiers entre ces trois. C'est très utile de rappeler ça. Mais dans les années à venir, je crois, c'est clair que ce secteur commercial des entreprises va accroître, va être plus grand d'année par année. Et on voit déjà comme ça commence le secteur militaire plus petit après la guerre froide. Le secteur commercial commence vraiment les années 90 et maintenant est très significant. Et les satellites universitaires ne commencent que aux années 2010. Mais où sont ces satellites? Pour la dernière partie de cette présentation, je veux vous montrer les orbites où se trouvent ces satellites. Et voici, c'est le graphique peut-être le plus compliqué. Alors, avoir patience avec moi. Je vais essayer d'expliquer. C'est une carte de l'espace avec de gauche en droite les satellites en orbite basse, comme la station spatiale, quelques centaines de kilomètres. C'est un axe logarithmique jusqu'à la Lune, avec les satellites en orbite haut, les géostationnaires là. Et de bas en haut, on a les satellites, on a l'inclinaison. Qu'est-ce que c'est l'inclinaison? C'est si on a une inclinaison à l'équateur de 0 degré, on voyage au-dessus de l'équateur vers l'est, la même direction qui tourne la tour. Puis, 90 degrés, au milieu de ce graphique, on a les orbites polaires qui vont du pôle nord au pôle sud, au pôle nord au pôle sud. Et puis, avec 180 degrés en haut, on a les satellites qui voyagent au sens inverse de la Terre, de l'est à l'ouest. Et on voit qu'il n'y a pas de tels satellites. Hein. Presque tous les satellites sont soit presque équatoriales, soit en orbite polaire, surtout pour les orbites basses. On aime l'orbite polaire, mais pas de l'orbite qui vont à l'ouest,
sauf on voit aussi je veux dire en vert ici j'ai les charges utiles actifs, en rouge les charges utiles morts qui sont en panne, plus en état de marche, et en noir et bleu le débris. On voit qu'il y a quelques satellites actifs qui sont à peu près 140 degrés, qui vont de l'est à l'ouest, au contraire de tous les autres satellites. Si quelqu'un sait ce que sont ces satellites et pourquoi ils font ça, vous pouvez me dire dans la période question. C'est un peu amusant. Et alors, on voit les orbites les plus populaires. On a à 51 degrés la station spatiale en orbite basse et aussi Starlink en magenta ici, la constellation Starlink de SpaceX. On a beaucoup de satellites en orbite géostationnaire et beaucoup de satellites en orbite SSO, c'est-à-dire héliosynchrone. Qu'est-ce que c'est ces orbites spatiales? Je vais expliquer un peu. D'abord, l'orbite géostationnaire, c'est le plus facile. On appelle aussi la ceinture de Clark. C'est l'auteur de science-fiction Arthur Clarke qui a proposé cette orbite dans l'année déjà 1945. Alors, si vous avez une satellite en orbite basse, comme la station spatiale, il prend à peu près 1h30, 90 minutes, pour faire un tour de la Terre. Si on est en orbite haute, par exemple, à l'orbite, l'auteur de la Lune prend 1 mois, bien sûr, pour faire une tour de la Terre. Entre ces deux hauteurs, il doit y avoir une hauteur où l'orbite prend exactement 24 heures, exactement un jour. Et il se trouve que cette orbite est à une hauteur de 35 786 km exactement. Si, en plus, vous êtes dans une orbite équatoriale, inclinaison 0, alors vous prenez 24 heures pour faire un tour de la Terre. Au-dessus de vous, la Terre tourne tous les 24 heures. Alors vous restez au-dessus du même endroit sur la surface. Vous avez, du point de vue de quelqu'un sur la Terre, construit un tour avec une hauteur de 35 000 km. Si vous avez une antenne qui regarde cette satellite, il ne faut pas bouger cette antenne, c'est toujours dans la même direction. Alors c'est pour ça que vous avez les antennes de satellites de télévision. Alors ici, tous les satellites en orbite géostationnaire, en rouge, les satellites en état de marche, et en noir, les satellites qui sont en retraite, disons, qui sont morts. Et on voit que les satellites en état de marche sont exactement sur l'équateur. Les satellites morts sont un peu 10 degrés de latitude au nord ou au sud. C'est à cause de l'effet gravitationnel de la Lune et du Soleil. Alors, les satellites en état de marche doivent utiliser leur petit fusée, leur petit du propageur pour rester parfaitement équatorial. On a à peu près, je crois, 500 satellites qui sont en orbite géostationnaire. L'autre orbite très populaire, c'est héliosynchrone. Héliosynchrone, c'est un peu plus compliqué pour vraiment expliquer, mais c'est une orbite avec cette équation compliquée qui est la ligne magenta ici. Si on est dans cette orbite, on passe sur le même endroit sur la Terre à même heure locale. Si on passe un jour sur Paris à 10 heures du matin, alors le prochain jour, on passe à Paris à 10 heures du matin. Les longueurs des ombres soient les mêmes, alors on peut facilement voir, par exemple, si quelque chose a changé.
vous voyez, encore une fois, en vert, les satellites actifs, en rouge, les satellites morts, en noir et bleu, le débris. Et on peut voir qu'il n'y a pas de satellite dans la partie en haut de cette région. On n'a pas de satellite en partie loin de cette ligne. Mais tous les satellites verts ici, satellites actifs, sont juste sur la ligne. Mais aussi, on voit tout ce débris. En particulier, en bleu, on a le débris qui vient de cette expérience chinoise militaire anti-satellite de 2007. On voit maintenant pourquoi c'était vraiment, vraiment mauvais. Beaucoup de gens étaient pas contents de cette expérience parce qu'ils ont explosé un satellite en orbite héliosynchrone avec beaucoup de débris dans la région où tout le monde veut être. Pour faire une petit résumé, la population des satellites a évolué au cours des 60 années de l'ère spatiale. Au 21e siècle, on a de nombreux pays avec des satellites actifs en orbite. En nombre, les satellites sont repartis de manière comparable entre des satellites civils, militaires, commerciaux et universitaires. En masse, les satellites universitaires à but non lucratif sont négligeables et les véhicules de vol habité en sont une composante majeure. La révolution CubeSat a changé la masse médiane des satellites en orbite basse, en low Earth orbit. C'est maintenant plus petit qu'il était. Et j'espère que je vous ai montré que des aperçus mondiaux de la population de satellites d'une base de données comme ça permettent de comprendre les tendances et techniques et politiques de l'utilisation de l'espace. Alors, j'ai mon site web là où vous pouvez trouver toutes ces données. Merci beaucoup. Je vais arrêter de partager. Et merci pour avoir écouté. Un grand merci à toi. C'était évidemment, on s'y attendait tous, passionnant. Et puis vraiment, bravo pour ton français, vraiment impeccable. Voilà, c'est toujours l'apanage des grands là qui nous impressionne, qui sont maîtres dans leur domaine et en plus maîtrisent plusieurs langues. Et ta maîtrise du français est tout à fait exceptionnelle. Bravo pour tout. Merci. Je Avant, veux dédier cette présentation à la famille Autier de Paris, où j'ai fait un échange scolaire quand j'étais petit, et alors c'est pour eux que je peux parler un peu le français. eh ben, écoute, si on pouvait tous parler un peu l'américain, l'anglais comme toi, ce serait parfait. On va pouvoir échanger maintenant les uns les autres, et bah, je vais profiter de mon rôle, abuser de mon rôle d'animateur pour poser trois petites questions à Jonathan pour débuter. Alors, à un moment, tu as dit que c'était compliqué puisque les nationalités, les origines des lanceurs, des satellites se mélangeaient, étaient multiples. Donc là-dessus, j'ai une petite question, clin d'œil. Il y a eu un lancement cette nuit de la fusée Electron. Electron, toi, tu considères que c'est un lanceur américain ou néo-zélandais? Ça, c'est la première question. Oui. C'est vraiment difficile, celle-là. J'ai eu des conversations avec les gens de Rocket Lab sur ce sujet et ils ne peuvent pas être d'accord entre eux. Alors, on a une société Rocket Lab USA et une société Rocket Lab New Zealand. Les fusées sont construites par Rocket Lab USA. Pour moi, le lancement est fait par Rocket Lab New Zealand et il doit constater que avec les Nations Unies, il y a la convention de registration d'objets spatials. C'est le New Zealand qui enregistre les fusées électrons avec les Nations Unies. C'est pour ça que pour moi, c'est un lancement nouvelle-zélandais avec
une fusée qui est de construction américaine. Pour faire son travail, hein, on doit faire des jugements qui ne sont pas peut-être 100% sûrs. Hein? Alors, si quelqu'un avait un choix différent, ils n'ont pas tort, c'est seulement différent. Alors, il faut tout à fait avoir les, comment on dit, footnotes. On doit dire ce qu'on a choisi. Hein? On doit expliquer ce qu'on a choisi. Mais oui, on dit même la question de qu'est-ce que c'est un satellite. J'ai sur mon site web, j'ai maintenant une glossary des termes astronautiques et je donne 5 définitions différentes de satellite. Alors, quand des journalistes m'appellent, oh, combien de satellites ont été lancés par ce... je vais, OK, alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez par ce mot? Hein? C'est toujours un choix. Ma deuxième question, c'est concernant les satellites militaires. Comment tu vois les prochaines années à venir? Est-ce que tu as l'impression là, que la part des satellites militaires est en hausse ou en baisse? Bon, en hausse, mais pas tellement que les satellites commerciaux. Alors, je crois que l'économie spatiale deviendrait tellement important pour les pays que il y aura une force politique pour empêcher la guerre spatiale parce qu'il y a trop d'argent là. Et alors, oui, on a des satellites militaires, on en aura plus, mais je crois que ça va être limité, j'espère. Et alors, à propos de limitation, dernière question de mon côté. Est-ce que tu es inquiet par l'apparition, la multiplication de toutes ces constellations? On parle de Starlink, mais il y a aussi Kuipers d'Amazon. On est maintenant au commencement de l'ère de méga constellations. Des satellites, on a déjà, je parlais de Planet, qui a 400 petits satellites. Mais maintenant, SpaceX, avec son constellation Starlink, a déjà 800 grands satellites et il veut avoir 30 000. Dans 5 années, si tous les satellites qui ont été proposés sont lancés, on aura 100 000 satellites en orbite basse. C'est un grand changement de l'environnement spatial. C'est très dangereux pour le trafic, pour la probabilité de collision. Et aussi, c'est un grand problème pour les astronomes terrestres parce que ces satellites sont et grands et en orbite basse, alors ils sont lumineux et ils sont brillants. Et alors, j'ai passé une grande partie de cette année avec des autres astronomes en des calculations pour ce que ça veut dire pour l'astronomie et avec des conversations avec SpaceX et OneWeb pour ce qu'ils peuvent faire pour nous aider. Je reste très inquiet que l'explosion spatiale commerciale, je veux dire pas vraiment une explosion, mais l'os d'activité commerciale en espace est tellement vite, beaucoup plus vite que la vitesse de régulation de gouvernement spatial. Et alors, on a les règles de l'espace, la loi de l'espace était bien pour les années 60, même les années 2000, mais c'est en retard maintenant. Il faut faire quelque chose. Ok, merci. Alors, une petite surprise, Jonathan, avant de passer la parole. Laurence va afficher ton diplôme. Voilà, donc c'est le prix qu'on remet désormais chaque année aux grands vulgarisateurs,
aux grands promoteurs des techniques spatiales sous l'égide de la Société astronomique de France, et en mémoire à Alexandre Ananov, qui, comme le disait Gilles, a été le grand pionnier, le premier organisateur du Congrès mondial d'astronautique en 1950 à Paris, qui a donné lieu à la création de l'IAF l'année suivante à Londres. Tu recevras par mail la version numérique de ce diplôme, et on espère très bientôt te le remettre physiquement en main propre dans un beau cadre. Il me manque beaucoup Paris. Hein. J'ai un petit peu de ma cœur est encore là. Alors, j'espère bien vous rejoigner là un de ces jours. Tu es le bienvenu. Est-ce que vous avez des questions dans l'assistance? J'ai une question, Jonathan. Est-ce que vous étudiez aussi les sondes spatiales interplanétaires de la même façon, et est-ce que vous tenez des statistiques identiques pour l'exploration de la Lune, de Mars, de Jupiter, de Vénus et des corps du système solaire? Tout à fait. En effet, c'est vraiment mon passion, ça. C'est les satellites en orbite terrestre, c'est OK, mais les sondes, wow, ça, c'est ce que je veux. Alors, je viens de publier sur mon site le premier catalogue des orbites des objets deep space, de l'espace profond. J'ai fait des recherches pendant des années pour trouver ces informations parce que, par contre, une satellite terrestre, on a l'orbite du militaire américain, hein, on a Space Track, on a ces données. Pour les sondes, on n'en a pas. Alors, c'est beaucoup plus difficile pour trouver. On doit aller dans les rapports internes. On doit même écrire aux responsables pour avoir les données, de faire des recherches dans des archives. Mais je suis presque là. Et alors, je suis en train d'écrire du logiciel pour calculer les trajectoires dans le champ gravitationnel de toutes les planètes pour vérifier quelques-unes de ces orbites. C'est mon grand projet pour la prochaine 10 années. Bonsoir, moi c'est Gargana. Je voudrais poser une question par rapport à la pollution lumineuse. Est-ce que la pollution lumineuse qui est due à l'augmentation du nombre de satellites va en avoir un effet nuisif aussi pour les télescopes spatiaux ou bien seulement pour les observatoires qui sont basés sur Terre? Ils ont un effet, mais pas tellement grand. On a eu, par exemple, une satellite Starlink qui se trouve dans une image de Hubble il y a quelques semaines. Champ de vue de Hubble est très étroit. Alors, la probabilité qu'une satellite passe là-bas est plus petite. Aussi, les pixels de l'appareil sont très petits en grandeur angulaire. Au lieu de 1 seconde d'arc, ils sont 0,1. Alors, l'effet lumineux est diffusé sur un plus grand nombre de pixels. Alors, c'est pas tellement lumineux pour le caméra. Alors, on espère que le problème pour les observatoires en orbite basse restera ennuyeux, mais pas fatal. Très bien. Et par rapport aux observatoires sur Terre, quels seront les observatoires qui seront le plus touchés? Parce qu'il y a certains qui observent aussi qui ont un champ qui est très concret et d'autres qui ont un champ plus large. Quels seront les observatoires les plus touchés par ce problème? Alors, c'est les expériences qui ont un grand champ de vue et des de temps de exposure times qui sont grands. Alors, si vous avez 1 seconde sur une très petite région, c'est OK, mais si vous avez
10 minutes, 15 minutes sur une chambre de 3 degrés par 3 degrés, alors on aura plusieurs lignes de satellites. Il y a des subtilités. Si on a une spectroscope, on a peut-être du contamination qu'on ne sait pas même qu'il est là. Hein? Alors, on essaie encore de comprendre ce qui seront les effets pas si évidents de ce nouveau air. Est-ce qu'on a un pourcentage par rapport à toute l'infrastructure en télescope au monde? Quel pourcentage sera vraiment concerné par cette pollution? 60%, parce qu'il y a des observateurs comme les eaux qui seront peut-être moins touchés. Oui, c'est difficile à dire. J'ai pas eu, mais je dirais beaucoup. Beaucoup. C'est pas 10% des observatoires qui sont affectés, c'est la plupart, je crois. Mais c'est aussi à un observatoire seul, il y a beaucoup d'expériences différentes qu'on fait et quelques-uns seront OK. Par exemple, si on essaie de de chercher les petites planètes, les astéroïdes, qui sont près de la Terre, qui pourraient être écrasés sur la Terre. On doit faire des observations de grands champs de vue à l'heure du tôt dans le soir et aussi près de l'horizon. Et là, c'est le pire pour ces satellites. Alors, cette science est vraiment en danger. Puisque si vous regardez des objets des galaxies très lointains à minuit, c'est moins difficile. Alors moi, j'ai une question, Jonathan. Le temps que tu passes sur le GSR, voilà, comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais dans le cadre aussi de ton travail? C'est reconnu par l'université, non? Et combien de temps ça te prend au quotidien? Parce que c'est un travail quotidien. Alors, j'ai commencé le GSR en année 89 parce que l'observatoire ici reçoit beaucoup de questions sur les satellites à cause dans les années 50, 60, on avait un rôle là dans l'observation de satellites, mais on n'en a plus. Alors, les gens d'affaires publiques me demandaient toujours, « Oh, Jonathan, tu sais qu'est-ce que c'est ce nouveau satellite? » Pour empêcher ces questions, j'ai commencé à écrire chaque semaine pour eux le GSR. Et quelqu'un m'a dit, ah, tu sais, peut-être que des autres gens dans l'Internet aimeraient ça aussi. Bon, non, il y a peut-être 5 gens dans le monde qui veulent savoir, hein, mais j'ai essayé, il paraît, oui, il y en a des gens qui veulent ça. Alors, je l'ai mis sur FTP et Usenet. C'était avant le web, bien sûr. Et alors, je passe maintenant pour faire GSR, c'est très petit de temps. Hein. C'est peut-être en total 1 heure par semaine. Mais pour faire la base de données qui GSR utilise, ça, c'est beaucoup de temps, mais ça, c'est quelque chose que je fais pour moi-même. Et c'est pour me faire me détendre aux fins de journée. Quand je suis fini avec le travail astrophysique et de Germont que je fais maintenant, il me faut ralentir les rues dans le cerveau. Et pour ça,
faire l'histoire spatiale pour 1 heure du soir, ça me laisse me détendre et je peux alors relaxer après ça. Alors, c'est peut-être 1 heure par jour. Et un peu plus le week-end. Voilà. Plus les lancements que tu suis en direct. Oui, ça aussi. Jonathan, cette année a été riche malgré le Covid en lancement. L'année n'est pas terminée, mais s'il y a un événement astronautique en 2020 qui t'a vraiment marqué, tu retiens quel événement cette année 2020? Un événement astronautique. Bon, je crois l'expérience, les expériences Hayabusa 2 et Osiris-Rex qui ont fait le premier mine sur les astéroïdes, disons. The first asteroid mining. Et alors ça, pour moi, c'est un événement historique. On a bien sûr le Crew Dragon aussi pour avoir SpaceX lancé ses premiers astronautes. C'est une grande étape pour eux. Et scientifique, aussi sur le côté astrophysique, être en marche les études de spectrum Röntgen gamma, surtout eROSITA, qui nous donnera un bilan scientifique magnifique. Peut-être la Lune et les Chinois aussi, avec une mission lunaire très longue. Le Chang'e 5 qui va lancer bientôt. Oui. Alors, je souriais quand tu as parlé d'Hayabusa parce que cette année, nous remettons donc 2 prix, le prix Ananoff pour toi et le prix international d'astronautique. L'année dernière, c'est un prix qu'on a réhabilité, qui avait été remis pour la fois précédente par Alexandre Ananoff il y a 80 ans. Et en 2019, on l'a remis au professeur Jacques Blamont, qui je connais. Qui a été le premier directeur scientifique du CNES, grand scientifique, grand cerveau du XXe siècle. Et le chercheur des fusées-sondes de CNES. Tout à fait, voilà. Et cette année, nous allons remettre à l'équipe Hayabusa 2 le prix international d'astronautique de la SAF. Donc, les grands esprits. Alors, on est d'accord. Complètement. J'ai une question. Ah, Nicolas. J'ai une question. Moi, je voulais savoir quels étaient ces sujets de recherche actuellement en astrophysique. Alors, je suis responsable du groupe algorithme du télescope Chandra. Le télescope Chandra, c'est le cousin rayons X de Hubble, qui est en espace déjà depuis 21 années et qui étudie surtout les trous noirs parmi des autres choses. Mon équipe pense à comment est-ce qu'on peut faire le logiciel pour analyser ces données mieux. Qu'est-ce que si vous êtes un astronome qui utilise Chandra, vous vous servez de notre logiciel. Et aussi, j'étudie les quasars. Alors, les quasars, c'est les noyaux de galaxies où un trou noir supermassif mange de matière et la matière devient lumineuse avant de tomber dans le trou noir. Il y a une quasar très étrange qui s'appelle PG 1407 plus 265 qui j'ai étudié pendant 30 années maintenant. Il a le spectre de ce quasar est très différent des autres quasars. Alors, je regardais avec Chandra il y a quelques années et je suis encore en état d'analyser ces données
et écrire un article pour le journal pour ce que j'ai trouvé là. On est vraiment ravis. Il y a Eric Schmidt depuis le Brésil qui t'applaudit, tu vois. On est vraiment ravis de t'avoir eu. Et voilà, on se dit maintenant à très vite en physique pour fêter ça autour d'un verre et puis peut-être devant un public assis, non masqué et qui peut s'embrasser. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Fifi, et au revoir à tous.